Il est vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin deux spécialistes de la communication politique, Émilie Zapalski et Jean-Christophe Gallien. Alors que la campagne des européennes là, s'achève, on va s'intéresser ce matin à sa résonance médiatique. Et alors, d'après une étude de la Fondation Jean Jaurès du 23 mai dernier, la couverture médiatique globale de cet événement a été inférieure de 30% à celle de la précédente campagne des européennes en 2019. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup d'interviews, beaucoup aussi de débats sur toutes les chaînes. Comment vous expliquez ce chiffre, vous, Jean-Christophe Gallien? Je pense qu'il y a une partie des médias qui ont pu s'intéresser à l'élection et qui sont très nombreux, qui avaient une audience eux-mêmes, qui était peut-être, alors là pour le coup quantitativement, mesurée comme étant plus faible, parce qu'à l'unité, c'est-à-dire si on prend un point d'items, si vous voulez, à chaque fois où on a parlé de l'élection, je trouve que pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. Sur les médias classiques, c'est-à-dire horizontaux, radio, télévision, j'ai trouvé qu'il y avait une assez forte couverture, un gros intérêt, beaucoup de débats, beaucoup d'émissions de commentaires, beaucoup de débats entre les candidats, une multiplication de débats dans un temps très court. Et donc, je n'y vois comme élément de réponse sur ces médias classiques, sur cette part d'audience-là, que l'idée que c'est les médias qui se sont emparés de l'élection ont naturellement, si vous voulez, quelque chose qui est un peu qui joue dans une division médiatique qui est non pas qualitativement moins bonne, mais en tout cas moins d'audience. En clair, c'est qu'il n'y a pas eu de grand débat sur TF1, par exemple, et sur France 2, ils n'ont pas eu une audience colossale. Non, exactement. Mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de têtes d'affiche, et d'ailleurs, la grande tête d'affiche de cette élection, l'une des grandes, Jordan Bardella, a refusé, en tout cas, c'est pas lui qui a fait le premier débat, qui se faisait sur Public Sénat, il a même dit, je vais pas TV Coquelicot, enfin, c'était assez méprisant. Mais en gros, il a dit, je suis pas, voilà, c'est trop tôt. Il a envoyé Thierry Mariani, qui était un drôle de choix d'ailleurs, parce qu'on était en pleine guerre d'Ukraine, et voilà. Donc, mais globalement, il n'y a pas tellement de têtes d'affiche. Si vous enlevez Jordan Bardella, si vous enlevez Valérie Ayé, et encore représentante du camp présidentiel, donc c'est vrai que ça fait pas des beaux matchs. Le seul dont vous avez parlé, Gabriel Attal et Bardella, qui était sur France 2, c'est le seul, parce que ces têtes d'affiche étaient là. Sinon, on ne connaît pas les personnalités. Il faut dire aussi peut-être plus globalement que les campagnes européennes n'ont jamais vraiment passionné les Français, si. On est dans un moment qui normalement pourrait passionner. On est ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. En l'occurrence, l'élection qui permet de dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment dans mon pays. Et pour regarder ce qui se passe dans les 27 pays, si vous voulez, on a à peu près cet état de l'audience en général. Mais on a surtout une renationalisation complète de l'élection. Ce qui veut dire que 80% des enjeux qui sont traités, et là, c'est pas français, c'est pas qu'en franco-français, vous allez en Allemagne, en Espagne, en Grèce et ailleurs, c'est partout pour l'avoir suivi, alors de manière très précise. Et les 20% restants, ils sont européens, mais ils sont européens parce que, en fait, c'est des enjeux internationaux qui impactent l'Europe, si vous voulez, la Gaza, on peut dire l'Ukraine quelque part, qui est hors Europe, en fait, en réalité. Oui. Et tous ces enjeux-là, si vous voulez, la relation entre la Chine et les États-Unis, voilà. Et les autres enjeux sont très nationaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut-être aussi traduit une lassitude aussi pour les gens, c'est-à-dire que finalement, c'est un continuum, c'est-à-dire que l'actualité politique, elle ne s'arrête jamais, les débats politiques s'arrêtent jamais. Est-ce qu'on est pour ou contre Emmanuel Macron? C'est pas parce qu'on va avoir une élection qu'on est plus pour ou plus contre. C'est quelque chose qui était le cas au mois de janvier ou au mois de... Et pareil pour Madame Le Pen et ainsi de suite. Donc, c'est difficile aujourd'hui. À partir du moment où on a renationalisé, c'est un temps électoral particulier. Moi, je ne crois pas qu'il y aurait une participation si faible que ce qui est annoncé. Mais on a eu un sentiment de difficulté de mobilisation. Alors, on ne trouve pas tout à fait ça sur les réseaux dits sociaux, où là, pour le coup, il y a eu des performances assez intéressantes de certains candidats, plus que d'autres. Alors, ça, c'est mesurable. En particulier, alors il y en a un qui est candidat, c'est Jordan Bardella, qui lui a fait une progression continue sur les réseaux sociaux. Il joue pas dans la même catégorie du tout d'Emmanuel Macron. Sur les réseaux sociaux en France, en gros, il y a un mec qui joue en Champions League, c'est Emmanuel Macron, et puis les autres, ils jouent à peine en Ligue 1, quoi. C'est une réalité. Et le deuxième qui a profité véritablement de cette élection, alors qu'il n'était pas candidat, en termes de progression de notoriété, d'audience personnelle, on va dire ça comme ça, c'est Gabriel Attal, très concrètement. Émilie Zapalski. Moi j'ai l'impression que c'est difficile de parler d'Europe, c'est compliqué finalement. Je pense que les Français ont du mal à comprendre ce que concrètement l'Europe leur apporte ou les empêche de faire. Souvent on le voit par le biais des contraintes, justement, on parle souvent des normes européennes qui nous empêchent de vivre, la moutarde de Dijon. On l'a vu avec les agriculteurs aussi, qui commencent à critiquer, donc c'est difficile. C'est difficile aussi de comprendre comment ça se passe, le Parlement européen, c'est pas simple, c'est pas du tout comme à l'Assemblée. Il y a des coalitions qui sont pas du tout le reflet de l'Assemblée nationale, donc on élit quelqu'un mais on sait même pas ce qu'il va faire, on sait même pas ce qu'il décide.
On apprend que Raphaël Glucksmann a voté 80% la même chose que Valérie Ayé, donc le camp plutôt Parti Socialiste et le camp d'Emmanuel Macron. C'est quand même compliqué à comprendre. Et en effet, les partis politiques, pour s'en tirer, essaient d'organiser un match qui est plutôt le reflet de ce match national. On entend beaucoup Emmanuel Macron contre le Rassemblement national, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Les grands perdants là-dedans, c'est les écologistes et puis les plus petits partis qui, du coup, n'ont plus du tout d'audience. Ils n'arrivent pas à être audibles dans ces matchs-là. Dans la précédente Ils campagne. étaient très très importants. Les écologistes, c'est vraiment un fait assez marquant que là, on ne sait même pas s'ils vont avoir des députés européens au Parlement, là, cette fois-ci. Et c'est vrai que tous les candidats ont essayé de se faire entendre quand même à leur manière, avec des coups de com' qui étaient plus ou moins réussis. Qu'est-ce que vous retenez, vous, justement, dans les stratégies de communication des uns et des autres? Je ne parle pas des idées, là, mais vraiment de leur stratégie de communication. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette espèce de campagne volée à Valérie Ayé, parce que on a choisi cette candidate très tardivement, on l'a pas bien préparée, parce qu'elle se révèle plutôt bien maintenant, mais c'est normal parce qu'elle a mis du temps à démarrer. Gabriel Attal qui est monté au créneau, qui était là pour organiser le match contre Jordan Bardella, qui fait ce duel, qui a pas d'ailleurs l'avantage est resté à Jordan Bardella, qui lui prend sa place même à Radio France pendant une interview. Enfin, c'était ultra machiste. Il y avait un côté vraiment Emmanuel Macron qui monte au créneau parce que ça marche pas. Et en plus, tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, j'ai trouvé ça. Et puis Bardella, oui, vous en parliez tout à l'heure. En plus, il s'adresse aux jeunes, réseaux sociaux, et ça marche plutôt bien. Ils arrivent à élargir leur électorat. Une personnalité qui s'est révélée autoritaire, ferme, avec des propos qui sont souvent simplistes et pas toujours techniquement maîtrisés, mais ça marche, ça colle, ça correspond aussi à l'effet repoussoir que Emmanuel Macron a à l'heure actuelle. Il en a beaucoup joué. Moi, il me semble qu'ils ont bien tiré leur épingle du jeu sur cette stratégie de communication qui est commencée déjà depuis 2022, sur cibler des préoccupations françaises, pouvoir d'achat, immigration. Ça a vraiment, vraiment bien marché. Et justement, Emmanuel Macron, son intervention hier soir à la télévision, juste avant la fin de campagne, est-ce que vous pensez que ça peut faire bouger des électeurs dans un sens ou dans un autre, Jean-Christophe Gallien? En tout cas, c'était un vrai acte de campagne. Il avait annoncé qu'il serait au-dessus de la mêlée, mais que lui seul jugerait ce qu'était être au-dessus de la mêlée. C'était en gros où est-ce qu'on se situe quand on est au-dessus de la mêlée. Et en fait, il a été complètement, dans la dernière partie de son message, extrêmement en campagne électorale, annonçant finalement que ce qu'il essaie de faire depuis le début. Il a commencé très tôt. Moi, c'est ça qui m'a intéressé dans l'élection. C'est qu'Emmanuel Macron, il a commencé avec les vœux, avec l'hommage à Jacques Delors. Il a continué, il a nommé Gabriel Attal, à mon avis. Il s'est trompé. Gabriel Attal aurait dû être la tête de liste aux européennes de son propre parti. Il en a fait un Premier ministre candidat qu'il a obligé à aller au combat contre Jordan Bardella. Et finalement, Gabriel Attal en a profité, je le disais, c'est vraiment quelqu'un qui a progressé très largement en termes d'audience, si vous voulez, à l'intérieur du marché politique français. Mais ça a permis quoi? Dramatisant l'élection, ça a permis au Rassemblement national de pratiquement rien dire, si vous voulez. C'est une élection où il s'est dit très peu de choses, en fait, à part de dire il y a une guerre en Méditerranée, il y a une guerre aux portes de l'Europe, finalement on peut être attaqué demain, on a internationalisé les choses, et puis pour le reste, c'était, on est pour ou contre Macron, et finalement, Emmanuel Macron, en montant au créneau en permanence, c'est-à-dire qu'il est rentré quand même tout le temps en situation de candidature, lui aussi, il l'a fait encore hier soir, on a le sentiment même qu'il le fera aujourd'hui, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut être un dernier pari, on le disait hors antenne, pour certains d'entre nous, on pense que ça peut changer un peu la donne. Moi, j'y crois peu, dans le sens où quand on regarde les courbes, et là c'est pareil partout dans tous les pays, depuis 6 mois, les choses ont peu bougé. Et ce qui est intéressant, alors pour le coup, ça c'est ce que je retiens profondément de cette élection, c'est que depuis 6 mois ou 1 an, les événements internationaux ou nationaux n'influent que très peu sur les intentions de vote. Et il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il se passe un attentat dans un pays, si vous voulez, il se passe une agression à côté, ou un pays vous attaque. Il y a très peu de choses qui bougent dans les intentions de vote. Et ça, c'est assez étonnant. Non, la guerre en Ukraine, ça marche pas, ça n'imprime pas dans la tête des gens. Et même, je dirais que les déclarations d'Emmanuel Macron, là, très offensif sur l'Ukraine, ça peut être contre-productif parce que quand il a parlé des troupes au sol en Ukraine, une partie des Français était très effrayée justement par cette éventualité. Et deuxième chose qui marche pas, c'est cette bataille contre l'extrême droite, cette espèce de menace que représente l'extrême droite. Il l'a déjà fait en 2022, ça marche plus du tout. Et ça, je pense que c'était une erreur d'invoquer ça. Il n'a pas été très imaginatif, faut dire, sur cette campagne, mis à part les personnalités, il n'y avait pas beaucoup de choses à vendre. On verra ce que ça donne avec les résultats qui sont attendus dimanche soir, Anissa. Oui, à partir de 19h, Europe 1 et CNews se mobilisent pour vous proposer une grande soirée électorale spéciale élection européenne. Comment la France va
voter, qui l'emportera. Dès 19h, vous aurez un point sur la participation et à 20h, les premières estimations. Grande soirée électorale de 19h à 22h sur Europe 1 et CNews, présentée par Laurence Ferrari et Pierre Devillenot. Allez, on se retrouve dans un instant pour le journal des médias de Julien Pichenet. À tout de suite.